On est en compagnie pour le grand débat de deux spécialistes des marchés. On accueille tout d'abord David Allouche. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Marché financier sans foi ni loi, tout un programme. Et puis on accueille également Édouard Petit. Bonjour Édouard. Consultant et auteur de L'épargnant 3.0. Alors messieurs, et puis bien sûr Régis est toujours avec nous pour commenter, ajouter son grain de sel évidemment. Messieurs, on sait que les Français ont beaucoup d'épargne, immobilière évidemment, mais également financière. Pourtant, ils semblent fâchés avec les placements boursiers. Qu'est-ce qui explique ce désamour, David? Alors, la relation entre les Français et les marchés financiers, elle est teintée d'incompréhension et de méfiance. Alors, incompréhension d'abord. Je crois que 80% des Français estiment mal s'y connaître sur les placements financiers. Donc, ils ne connaissent pas. Et méfiance. Alors, il y a une méfiance des marchés financiers qui revient à la méfiance sur l'argent. L'argent, en France, à cause du fonds de culture judéo-chrétienne, reste tabou. Et donc, du coup, les marchés financiers, c'est que de l'argent maintenant, qu'on investit maintenant pour de l'argent plus tard, est empreint du même tabou. Ouais. Et du coup, on se jette sur le placement fonds en euros, c'est-à-dire ultra sécurisé. Le problème, c'est que voilà, il se réduit actuellement comme peau de chagrin. On dirait que là, nos concitoyens, pour l'instant, n'ont pas tout à fait pris la mesure de la fuite de leur épargne. Oui, alors je pense qu'effectivement, il est possible de profiter de la performance des actions. Typiquement, les actions ont fait pratiquement sur le très long terme 8% par an. Mais comme vous le disiez, ça semble complexe vu de l'extérieur. Et en fait, il y a des stratégies aujourd'hui, des produits qui permettent d'investir sur les actions de façon extrêmement simple et accessible à tout le monde. Bon, on voit Edouard justement à l'écran, votre livre, je le remontre, L'épargnant 3.0. C'est un petit bouquin qui présente la magie, je dirais, que vous avez trouvé dans ces ETF. Exactement. C'est le titre de l'émission, évidemment, c'est pour ça que vous êtes là. Pourquoi aujourd'hui c'est le placement gagnant contre tous les autres? Je dirais qu'il y a deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que les ETF, elles cherchent à mimer la performance du marché. Et il est extrêmement difficile de dépasser le marché. Pourquoi? Parce que le marché, c'est le résultat de l'intelligence collective de l'ensemble des gérants. Et une intelligence individuelle, de manière générale, n'est pas meilleure qu'une intelligence collective. Donc, c'est extrêmement difficile de dépasser cette intelligence collective. Et de plus, ce qui se passe, c'est que l'intelligence individuelle, ça coûte 2% par an, et l'intelligence collective, ça coûte 0,2. Ouais, donc mathématiquement, sur plusieurs années, c'est pratiquement imbattable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, Régis. Alors, je partage pas cet avis. Je préfère mettre carte sur table, parce que cet avis s'appuie sur la théorie de l'efficience des marchés. Tout à fait. Or, l'efficience des marchés, c'est un monde merveilleux sur les bancs de la faculté, mais qui, dans la vie réelle, ne fonctionne pas. Je vais essayer de vous le démontrer. La théorie de l'efficience des marchés part du fait que les marchés sont une suite aléatoire de tirages. Si l'on imagine qu'on joue à pile ou face une fois par an, et on peut tout à fait affirmer qu'il est impossible de faire plus de fois pile que de fois face au bout de suffisamment longtemps. Mais tout le monde a bien compris qu'en tirant une fois par an la pièce, peut-être qu'au bout de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ce qui est un horizon de placement tout à fait raisonnable pour un investisseur, on pourra faire plus de fois pile ou plus de fois face. Oui. Ça veut dire que la durée de temps de M. Fama ou du statisticien, elle n'est pas du tout la durée de temps d'un investisseur. Le deuxième point, si je peux garder la parole un petit peu, c'est que de nombreuses théories sont venues derrière cette théorie efficience du marché, comme la psychologie de l'investisseur, les biais comportementaux qui battent en brèche totalement l'approche des marchés efficients, et l'analyse chartiste, qui est un peu plus ancienne que la psychologie de l'investisseur, mais qui est tout à fait liée, et qui nous apprend quand même que ces marchés ne sont pas une suite aléatoire, et que le marché d'aujourd'hui dépend du marché d'hier. Bon, suite aléatoire, des marchés théorie au hasard. Est-ce que ça plaide pour votre théorie, le titre plutôt de votre bouquin, Marché financier sans foi ni loi, David Allouche?
Oui, globalement oui. Sur l'efficience, c'est vrai qu'au niveau académique, c'est partagé, c'est prouvé théoriquement, mais dans un cadre très strict. Et c'est vrai que, comme l'a signalé Régis, dans un cadre beaucoup plus de la pratique, l'efficience, en tout cas forte des marchés, est invalidée. Après, on a des formes d'efficience plus faibles, etc. Alors bien sûr, mon livre revient sur cette question d'efficience, mais pour revenir à ce qui intéresse les Français, le livre n'est pas du tout centré sur l'efficience, il est centré sur comment nous, en tant que citoyens, en tant qu'investisseurs, on peut un peu donner du sens à nos placements. Parce qu'avec les placements, c'est bien sûr pour la performance, bien sûr pour la rentabilité, mais c'est pour se faire plaisir aussi. Ça veut dire qu'on peut, on peut prendre on a envie de battre placement. le marché, c'est ça au titre, je pense que ceux qui nous regardent, ils ont l'habitude d'investir. Est-ce qu'il vaut mieux acheter telle ou telle action, investir sur telle ou telle zone géographique? Il y a une partie, effectivement, une partie quand même challenge personnel. Challenge personnel, exactement. Et puis on peut prendre un placement comme un bon vin, pour justement prendre plaisir et donner du sens. Ma conviction, moi, aujourd'hui, c'est que pour donner du sens à ces placements, il y a au moins une thématique importante. C'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et du coup, en se faisant plaisir et avec notre argent en investissant utile, si on croit ce réchauffement climatique, il y a beaucoup de produits comme les green bonds. Et il y a un fameux green bonds ETF de l'Ixor, je crois. Il y a bien sûr les portefeuilles décarbonés avec des indices low carbone 100. Donc il y a beaucoup de moyens aujourd'hui donnés à l'investisseur lambda pour justement mettre son argent utile et concilier éthique et performance. Et voilà, se réconcilier avec le monde de la finance qui peut apparaître sans foi ni loi, la finance solidaire, justement, à le vent en poupe chez les institutionnels, et ça arrive effectivement très fort chez les particuliers. Édouard Petit, vous avez une approche, vous avez beaucoup travaillé sur ces marchés à titre personnel. Vous êtes donc auteur de Épargnant 3.0. Qu'est-ce que c'est l'Épargnant 3.0 ? Je pense que la transformation de la finance est très liée au monde des technologies et à la transformation digitale, en fait. Et donc j'ai choisi un titre en lien à cela. Alors pour moi, au départ, effectivement, l'épargnant 1.0, il devait acheter chacune de ses actions individuellement. Ça coûtait très cher, c'était très peu diversifié. C'était au début du siècle dernier. Et puis après, il y a eu l'arrivée des mutual funds, où effectivement, l'épargnant a pu acheter plus facilement un portefeuille diversifié et donc réduire son risque. Et c'était quand même moins cher qu'avant. Aujourd'hui, l'épargnant 3.0, il a une chance immense. Il peut acheter, grâce aux ETF, un panier d'actions internationales extrêmement peu cher et de manière efficiente. En quelques clics, il achète, on parlait du MSCI World tout à l'heure, 1600 entreprises dans le monde. C'est quand même assez exceptionnel. Et ça, c'est un des avec versants. Une fiscalité intéressante. Si on le met dans le PEA, en plus, ça devient idéal. Tout à fait. La deuxième chose, c'est qu'il y a un accès à l'information qui est complètement différent. Alors, comme effectivement, comme on le disait tout à l'heure, moi c'est plutôt une vision de long terme. Je ne parle pas de la hausse de ce matin, etc., du CAC 40. Mais sur le long terme, on a accès à des études académiques, mais aussi parfois prédigérées, de façon extrêmement facile et abordable. Moi, je n'aurais pas pu écrire ce livre il y a 15 ans. Je n'avais pas accès à toute cette information. Il y a des livres même américains qu'on peut commander sur alors, quand on lit votre livre, c'est assez déroutant. Il y a un blog aussi excellent qui a, je crois, éponyme, Épargnant 3.0. Finalement, on s'aperçoit que si on achète un ETF sur le MSCI World, c'est-à-dire l'ensemble des indices mondiaux ou des actions, et qu'on laisse finalement, ou qu'on investit petit à petit, on est quasiment sûr, statistiquement, encore une fois, de battre le marché à tous les coups. Voilà. Finalement, l'investissement, c'est facile. C'est facile, effectivement, si on investit pour le long terme. Effectivement, techniquement, en Europe, je crois qu'il y a moins de 2% des fonds internationaux qui dépassent le MSCI World. Donc ça laisse quand même une chance extrêmement faible. Ça laisse une chance de se tromper, surtout si on fait de la gestion active. Enfin, si on choisit. C'est ça. Exactement. Alors, une réserve de Régis. Alors oui, permettez-moi une réserve. Alors on a dit, je redis la théorie, c'est de dire, si on n'achète que le ETF MSCI World, le plus large, il est assuré de battre 98% des fonds actifs. D'accord, pas d'accord? D'accord, mais avec un grand mais. La première chose, je ne connais pas beaucoup de clients privés dont l'objectif d'investissement soit de battre le MSCI World. L'objectif d'un client privé, c'est de faire grosso modo le marché quand le marché monte et de minimiser les pertes quand le marché baisse. Il n'y a pas un client privé qui va se satisfaire de perdre 20% quand le marché ou le MSCI World en perd 25%. Le deuxième point, c'est que les performances historiques du MSCI World, quand on regarde la photo aujourd'hui, sont extrêmement favorables.
puisque le MSCI World, c'est 55% des États-Unis et 60% de dollars. Le dollar vient de faire un parcours extraordinaire ces dernières années. Les États-Unis ont surperformé le reste du monde, donc on est vraiment dans un cas très très favorable quand on regarde les performances historiques. C'est en train de changer depuis le début de l'année. On voit les indices européens sont quasiment à 2 chiffres. Le MSCI World, lui, gagne entre 3 et 4%. Bon, ce ne sera pas formidable. Donc on peut avoir une... Ça peut être satisfaisant, mais ça peut une certaine... Voilà, c'est pas l'objectif. Donc on aura battu 98% des gérants, mais on n'aura pas... Est-ce qu'on aura une satisfaction? Exactement. Permettez-moi de citer, pour rebondir sur ce qu'a dit Régis, un proverbe assez classique. C'est, bien sûr, c'est vrai, cette théorie à long terme, mais à long terme, on est tous morts. Ouais, c'est Keynes. Voilà. David, justement, on va terminer avec vous. Est-ce qu'on sort un peu du cadre? Est-ce qu'on a des conseils en termes d'investissement, conseils qu'on peut trouver face à ces marchés, justement, sans foi ni loi? Comment investir? Comment bien investir? Alors, investir selon ses convictions. Je pense qu'on revient sur le thème du plaisir. On a tous des convictions subjectives. Et donc, du coup, il y a des moyens d'investir selon ses convictions. Alors, on a parlé déjà de lutter contre le réchauffement climatique. On peut parler de l'environnement avec des fonds aqua, par exemple. Alors, il y en a en ETF, il y en a aussi en gestion active. Sur l'eau. Exactement, oui, sur l'eau, pardon. On peut aussi investir de manière patriotique. Alors, le mot est un peu connoté, mais est un peu rigolo. Ça veut dire qu'on peut investir localement pour sa région, des actions de sa région, pour favoriser sa région. On peut investir pour la France, en faisant un portefeuille d'actions françaises. Alors, ça n'est peut-être pas la meilleure performance, la meilleure rentabilité, mais ça a du sens. Voilà, donc quelques exemples. Et puis, bien sûr, l'exemple peut-être le plus connu, c'est la finance confessionnelle avec la finance islamique, si on croit à ces valeurs-là. La France n'investit pas assez dans ses propres sociétés, quand on voit effectivement qu'elles sont, toutes les grandes sociétés du CAC sont détenues par des fonds étrangers, américains, des fonds de pension. Bien sûr, la France n'investit pas assez ou ne permet pas assez d'investir dans les entreprises. Les Français, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, sont des géants de l'investissement, mais des nains de l'investissement dans l'entreprise. Il y a un ménage sur 8 aujourd'hui qui détient un portefeuille action en direct. C'est très très peu. Et donc du coup, si vous voulez, on revient sur ce fameux tabou, incompréhension, méfiance qui engendre une frilosité des investisseurs. Il faut former et éduquer les Français pour qu'ils aident leurs entreprises. Voilà, en tout cas 2 excellents bouquins, ouvrages à consulter, un marché financier sans foi ni loi, ça c'est le livre de David Allouche, et puis l'épargnant 3.0, pour en savoir plus et investir plus facilement, c'est Édouard Petit, ça se trouve sur Amazon. Et vous en avez déjà vendu plusieurs milliers, ça veut dire que l'éducation est en marche. Et puis bon, on avait un nouveau président, peut-être que ça va aider à décoincer effectivement cette finance. Merci messieurs, fin de ce grand débat. Fabrice. Dans une seconde, la suite, Régis Jancovici, on le retrouve pour la page allocation. À tout de suite.